Et si en janvier on faisait une pause, une vraie pause, pas n'importe laquelle, une pause qui pourrait changer votre santé, votre esprit et même votre vie professionnelle. Bienvenue dans cette vidéo sur le Dry January où l'on vous explique tout, mais différemment et sans blabla médical. Bonjour, je suis Cédric Mouquet, je suis infirmier à l'ISTF, la santé au travail de Fécamp, et je suis accompagné aujourd'hui de ma collègue. Bonjour, moi je m'appelle Isabelle, je suis infirmière également à l'ISTF de Fécamp depuis 11 ans, et nous allons vous parler du Dry January. Le Dry January, c'est un mois pour repenser sa relation avec l'alcool. Ça existe depuis 2013 et ça a commencé au Royaume-Uni. Ce webinaire donc vise à expliquer les bienfaits, les défis et comment réussir ce défi d'un mois sans alcool. Un meilleur sommeil avec une amélioration des cycles de sommeil, plus d'énergie, le corps récupère mieux sans alcool, évidemment une perte de poids avec une réduction des calories consommées et une régénération du foie et du système digestif. Les bienfaits psychologiques, donc avec une clarté mentale évidemment accrue, une meilleure concentration et de mémoire, une réduction du stress avec des effets à long terme bénéfiques et une amélioration de l'estime de soi en accomplissant ce défi. Alors, pour bien préparer son Dry January, dans un premier temps, se fixer des motivations personnelles. La santé, bien évidemment, en premier lieu, les économies aussi, et puis le bien-être global. Définir des objectifs SMART, c'est-à-dire des objectifs spécifiques et atteignables. Il est important de communiquer son engagement avec ses proches, c'est bien d'être entouré pendant ce Dry January. Il faut identifier les déclencheurs, le stress, les soirées, prévoir des alternatives avec des boissons non alcoolisées et puis un plan de secours pour les moments difficiles. Alors, que boire pendant le Dry January? Donc, vous avez plein d'alternatives savoureuses, donc des mocktails, des kombucha ou des tisanes. Vous pouvez préparer des Virgin Mojito, des thés glacés maison et vous pouvez également explorer des boissons non alcoolisées en soirée. Donc, le Dry January, c'est le mois de janvier, mais ça va bien au-delà pour transformer cette pause en habitude durable et limiter l'alcool aux occasions spéciales. Donc ça veut dire continuer à intégrer des alternatives non alcoolisées. Si le défi de janvier, Dry January, s'arrête au 1er février, pour les participants, c'est aussi le début d'un nouveau départ avec l'alcool. En effet, ça montre qu'une majorité des participants qui s'engagent dans ce défi ont de nouveau une liberté de choix et continuent de boire moins souvent et en moindre quantité, même plusieurs mois après janvier. Donc on vous l'a dit tout à l'heure, c'est quelque chose de très simple. On arrête de boire donc le 1er janvier au matin jusqu'au 31 janvier au soir. Le Dry January est maintenant bien mobilisé par les médias et les réseaux sociaux et de nombreuses associations comme Addicted, la Ligue contre le cancer, s'associent pour soutenir les gens qui rentrent dans ce défi. Et la société française semble bien avoir compris le sens et l'intérêt de cette prise de conscience de l'alcool. Donc nous allons voir les repères de consommation, donc qui sont quand même très importants pour vous situer au niveau de l'alcool. Donc ils sont là pour vous permettre de limiter les risques pour votre santé, parce que l'alcool c'est avant tout au maximum 2 verres par jour et pas tous les jours. Donc sur une journée c'est un maximum de 2 verres et sur 10 jours il faut faire une pause de 2 jours. Un verre par exemple, ça contient 10 grammes d'alcool pur pour 25 centilitres. Pour 10 centilitres de vin mousseux à 12 degrés, c'est pareil, et pour un verre de 10 centilitres de vin à 12 degrés également. Mais attention, si vous multipliez la quantité d'alcool, par exemple une bière de 25 centilitres à 10 degrés, ça équivaut à 20 grammes d'alcool pur dans le verre. Là, ça va vous paraître énorme. Une bouteille de vin ou de champagne de 75 centilitres équivaut à 7 verres d'alcool. Une canette de bière à 33 équivaut à 1,5 verre d'alcool. Une canette de bière à 50 centilitres, 4 verres d'alcool. Une bouteille de 75 centilitres d'apéritif à 20 degrés équivaut à 11 verres d'alcool. Et là, attention, on va pulvériser tous les scores. Une bouteille de 70 centilitres d'alcool fort à 40 degrés équivaut à 22 verres d'alcool. Alors, qu'en est-il de l'élimination? Vous perdez 0,1 g par litre en 1 heure après la consommation du dernier verre. Donc, un exemple, 4 verres dans une soirée, ça vous fait 1 g par litre. À minuit, c'est le dernier verre. À 5 h du matin, vous êtes à 0,5 g par litre. Et à 10 h du matin, vous êtes à 0 g par litre. Comment savoir où nous en sommes? Il suffit de compter ses consommations. L'alcool que l'on trouve dans la bière, le vin et les spiritueux est de l'éthanol. Ce dernier provient de l'opération de fermentation de fruits, de légumes et de céréales. L'alcool est un produit dépresseur, cela signifie qu'une fois dans le sang, dans le corps, il ralentit le système nerveux. Plus on consomme d'alcool, plus le corps agit lentement.
Il n'y a pas deux personnes en fait qui subiront les effets secondaires de l'alcool de la même façon. Donc l'alcool est absorbé par l'estomac et s'infiltre dans le sang. Si vous avez mangé récemment, il est absorbé lentement. Si votre estomac est vide, l'alcool est absorbé plus rapidement. Une fois dans le sang, l'alcool se déplace vers les organes et les tissus comme le cerveau, le foie, les reins et les muscles. Le foie décompose environ 90 à 95% de l'alcool contenu dans votre sang, avant d'être éliminé ensuite par les reins. Les effets sur la santé, ils sont bien évidemment multiples et très importants. Une dépendance physiologique, avec un sevrage qui peut être mortel s'il n'y a pas de traitement. Cela peut déclencher des crises de bouffées délirantes du type délirium tremens. Une répercussion sociale bien évidemment, avec un isolement, avec un état dépressif possible et une destruction de la cellule familiale. Et puis bien évidemment des atteintes somatiques et des atteintes physiques, une toxicité hépatique, un surpoids, l'alcool évidemment est très calorique, une atteinte nerveuse avec le syndrome de neuropathie du type Korsakoff, troubles de la vision, de sensibilité et ou motricité des membres. Déprime le système immunitaire, carence en vitamines, troubles cognitifs, mémoire, concentration, ralentissement psychique. Et puis ça bien évidemment favorise l'apparition de certains types de cancers, type gorge, digestif, poumon, vessie. Alors on va faire un petit quiz pour connaître un peu vos connaissances sur l'alcool. Donc première question, en diluant l'alcool, mon alcoolémie sera-t-elle moins élevée? La réponse c'est faux. C'est la quantité d'alcool ingéré qui compte et non le volume de la dilution de la boisson. Un alcool a les mêmes effets purs ou mélangés avec du jus, des glaçons ou du soda. En principe, chaque verre consommé fait augmenter l'alcoolémie de 0,20 à 0,25 g par litre chez l'homme et de 0,30 g chez la femme. Théoriquement, à partir d'un taux de 3 g par litre, le coma éthylique survient et à 5 g, c'est la mort. Deuxième question, vrai ou faux, une personne alcoolodépendante n'est pas capable de travailler? Bien évidemment, c'est faux. C'est une idée reçue lorsque l'on pense qu'une personne alcoolique boit tous les jours et sans arrêt. Une personne alcoolodépendante peut boire de manière ritualisée, par exemple le mardi ou jeudi soir, sans exception, sous peine de ressentir un manque.